Bonjour à tous et à toutes. Nous parlons juste un petit moment du romantisme, de la naissance du romantisme. Le romantisme naît dans les pays germaniques, en Angleterre et en Allemagne. Alors, en Angleterre, le romantisme britannique, nous pourrions parler de Lord Byron, qui est un personnage en soi, qui, euh, qui est une sorte de dandy, qui s'habillait ici, par exemple, suivant une mode orientale, qui est un personnage qui mourra tôt parce qu'il s'engage auprès des rebelles, non, des révolutionnaires grecs. Il voyage en Turquie, à Venise. Donc un personnage déjà très engagé. Il écrit des poèmes où il loue l'exotisme, l'amour tragique, l'amour malheureux. Voilà, mais on pourrait aussi parler de Walter Scott. Ah ben voilà, il n'apparaît pas. Normalement, c'est sa tête à la place de la mienne, qui écrit des romans, lui, des romans situés dans le Moyen-Âge, un Moyen-Âge idéalisé avec des châteaux, des batailles, des fées. Voilà, donc ces éléments, exotisme, nostalgie, roman gothique, amour malheureux, se retrouveront dans le romantisme français. Donc le romantisme allemand présente plusieurs poètes. Nous pouvons lire un poème, par exemple, d'Hölderlin. Nous ne l'analyserons pas vraiment, puisque nous nous attacherons surtout à Novalis. Mais lisons déjà ce poème d'Hölderlin. Alentour se repose la ville, se calme la rue illuminée, et parée de torches bruissent les voitures en passant. Chez eux, rassasiés des joies du jour, sont allés se reposer les hommes, et le gain et la perte les mesurent une tête pensive dans la quiétude du logis. Vide des grappes et des fleurs et de l'ouvrage des mains, se repose le marché affairé, mais un luth résonne au loin dans les jardins, peut-être là-bas joue un amant ou un homme solitaire, d'amis lointains se souvenant et de la jeunesse. Et les fontaines intarissables et fraîches bruissent dans les parterres embaumés. Calme dans l'air assombri, résonne le carillon des cloches, et se souvenant de l'heure, un veilleur en crie le nombre. À l'instant se lève aussi une brise, et s'agite la cime des arbres. Vois, et le fantôme de notre terre, la lune aussi, se lève en secret à présent. L'exaltée, la nuit, vient emplie d'étoiles et bien peu soucieuse de nous. Brille l'étonnante là-bas, l'étrangère parmi les hommes, par-dessus l'arête des monts, passant triste et splendide. Donc une très belle description de la nature, du bien-être dans la nature. Ça, ce sera un autre élément très important chez les romantiques français. Et voici Novalis, un autre poète allemand romantique, qui n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme pour Friedrich von Hardenberg. Il écrit pour cette jeune fille, morte trop tôt, Sophie von Kuhn. Il écrit des hymnes à la nuit. Je vais vers l'au-delà, et toute peine sera un jour un aiguillon de l'extase. Encore quelque temps, et une fois délivré, je gis, enivré dans le sein de l'amour. La vie infinie coule puissamment en moi. Je regarde d'en haut vers toi en bas. Près de ce tertre s'éteint ton éclat. Une ombre apporte la fraîche couronne. Oh, aspire-moi, bien-aimé, avec force vers toi, que je m'endorme et puisse aimer. Je sens de la mort le flux rajeunissant. Mon sang se change en baume et en éther. Je vis des jours pleins de foi et de courage, et je meurs pendant les nuits dans un embrasement sacré. Donc, on voit ici qu'il se souvient d'un amour trop tôt disparu. Alors, il est intéressant ce pseudonyme de Novalis parce que c'est un jeune homme qui, à la fois, a une vision rationnelle, donc il appartient encore à la fin du XVIIIe, donc il a un esprit rationnel, il est ingénieur, il a étudié les mathématiques, la chimie, la géologie, mais a étudié aussi le droit, et il a une vision plus globale de la nature qui comprendrait le rationnel et l'irrationnel. Comment toucher l'irrationnel du monde? Donc lui, il croit à l'irrationnel. Par exemple, dans un de ses romans, Heinrich von Ofterdingen, il écrit « Le monde supérieur est plus proche de nous que nous ne le pensons ordinairement. Ici-bas déjà, nous vivons en lui, et nous l'apercevons étroitement mêlé à la trame de la nature terrestre. » Donc par moments, on perçoit autre chose que du naturel, dans la nature, mais aussi dans la poésie, le conte ou par les rêves.
Alors, autre point commun avec les romantiques français, ce sera le rôle qu'il attribue au poète. Pour lui, le poète est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui a une vision plus large que les autres et qui annonce le futur, c'est quelqu'un qui voit. Alors, cette vision qui est partagée par Goethe ou par Hugo sera limitée dans le temps parce qu'après, nous allons avoir le réalisme qui arrive et le rôle du poète sera de moins en moins important, moins en moins reconnu, au point de devenir quelqu'un qui est exclu de la société, qui est mal intégré dans la société, comme on le voit chez Baudelaire avec l'Albatros. Alors, en France, on avait une vision assez négative de l'Allemagne, avec Candide et le baron de von Thundertronk grossier. Voilà, c'était une image peu reluisante de l'Allemagne, peu raffinée. Or, Germaine de Staël, qui est d'origine suisse et qui n'est pas appréciée du tout par Napoléon, doit fuir, elle s'exile. Elle organise des salons littéraires, mais aussi politiques, où il y a des opposants à Napoléon, et elle s'intéresse justement à cette culture germanique. Elle fera connaître, en écrivant par exemple de l'Allemagne, Goethe, Schiller, des poètes allemands. Elle écrit dans un essai: une nation n'a de caractère que lorsqu'elle est libre. Donc pour elle, la liberté est quelque chose de fondamental et en effet, la liberté sera un principe de base des romantiques. Merci.